Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Dans près d'un mois, les Américains choisiront entre Kamala Harris et Donald Trump. Une bataille électorale décisive et qui mobilise bien sûr la jeunesse. On en parle dans quelques instants avec nos invités. Et si rester dans l'ombre n'enlevait rien au succès, c'est ce dont nous parle l'autrice de L'homme qui n'a pas marché sur la Lune. Elle sera avec nous en seconde partie d'émission. Dans sa chronique, Louisa Garotière vous parlera de ces discours de propagande d'Hitler qui font beaucoup trop de vues sur le réseau TikTok. Mais tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Louisa. Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec le procès de l'élève Ibni Akram A qui avait menacé de mort sur les réseaux sociaux le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris. J'étais dans une forme de déni, puis je me suis rendu compte que les choses avaient changé. Je n'arrivais plus à sortir dans le quartier, à prendre le métro. Je passais mon temps à regarder autour de moi, comme si j'étais en danger. J'ai compris tout l'aspect traumatisant, a confié l'ancien proviseur de l'établissement. Hier a eu lieu le procès d'Ibni Akram A, 27 ans, étudiant, qui avait menacé de mort le proviseur en postant sur son compte X le message suivant « Il faut le brûler, ce chien ». Pour rappel, en février dernier, le proviseur avait demandé à plusieurs jeunes filles de retirer leur voile. Toutes ont accepté sauf une qui avait porté plainte alors que le proviseur lui avait touché l'épaule pour l'arrêter. S'en est suivi une déferlante de haine sur les réseaux sociaux à l'encontre du proviseur. Quelques mois plus tard, il sera mis en retraite. Contre l'élève, le parquet a requis 1 an de prison avec sursis. Aucun contact avec la victime, interdiction d'accéder au lycée durant 2 ans, un stage de sensibilisation au mémorial de la Shoah. Le jugement est attendu le 18 novembre prochain. Alors que le budget sera voté la semaine prochaine, les présidents d'université alertent sur la baisse des crédits alors que la quasi-totalité des établissements sont déjà dans le rouge. Les universités doivent prélever des fonds dans leurs réserves afin de survivre. L'entretien des bâtiments ne peut plus se faire. C'est un impact direct sur les conditions d'enseignement et de travail. Christine Nolleduc, présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, témoignait ce matin au micro de Sonia Princet sur France Inter. Il y a un risque de déclassement des universités françaises dans le concert européen, des universités européennes, mais aussi dans le concert mondial. On voit que tous les continents développent à marche forcée l'enseignement supérieur et la recherche. On connaît bien la situation budgétaire de l'État. Néanmoins, je pense que l'enseignement supérieur et la recherche est un choix politique fondamental pour l'avenir de notre pays, notre jeunesse, et la jeunesse est l'avenir de notre pays. La peur des présidents d'université serait de devoir fermer une partie des établissements pour cause de détérioration. Mais cela ne resterait pas sans conséquences pour certains étudiants. Pour cela, on écoute Dean Lévis, président de l'université de Bordeaux, au micro de Sonia Princet sur France Inter ce matin. On ne souhaite pas se retrouver dans des situations où on devrait fermer des bâtiments pour des raisons de sécurité parce qu'on n'aurait pas eu les moyens de les réhabiliter. Les questions qui vont se poser à un moment, c'est comment on réduit le périmètre d'activité de l'établissement là où il y a des surcoûts. Et souvent, c'est les antennes délocalisées des campus universitaires qui pourraient être impactées si on n'avait pas les financements suffisants. On poursuit avec un chiffre, 3600, c'est le nombre d'actes racistes et antisémites recensés par l'éducation nationale l'année dernière. Conflit israélo-palestinien, attentat du 7 octobre 2023 sont les raisons de ces actes racistes et antisémites. Sur 3600, l'éducation nationale compte 1650 actes antisémites. Remarques, dessins de croix gammées sous les yeux d'élèves juifs, violences, 50 signalements recensés sur un site internet créé pour avertir des menaces antisémites dans les écoles et les universités françaises. Si les sondages révèlent une augmentation des revendications identitaires chez les élèves, ces actes sont comptés depuis l'année dernière, ce qui empêche de savoir s'ils sont en hausse. 5 groupes scolaires juifs créés depuis la rentrée 2024. Une quinzaine d'élèves ont souhaité rejoindre une école juive en urgence. C'est plus de 40% des élèves juifs en France qui ont rejoint les écoles juives. Et on termine ce journal avec l'ouverture d'une école pour enfants polyhandicapés au sein du groupe scolaire Lucie Aubrac de Pompéan, près de Rennes. Sur cette image de Ouest France, on y voit la première unité d'enseignement installée en Ille-et-Vilaine, financée et créée par l'Agence régionale de santé. Cette école fut inaugurée ce lundi 30 septembre. Alors, salle de rééducation, salle de classe, espace sanitaire, installer des enfants handicapés demande des équipements et c'est grâce à la mairie de Pompéan qu'elle a pu être créée au sein du groupe scolaire
Lucie Aubrac. Catherine Derouette, la directrice du pôle enfance Elisabeth Zuckman, confiait à Ouest France: avec les enfants polyhandicapés, l'équipe doit souvent faire preuve d'imagination et de créativité pour adapter les outils, les supports, mais aussi pour mettre les enfants en condition d'apprentissage. D'après Ouest France, les 6 nouveaux élèves en situation de handicap sont très heureux d'avoir intégré cette école, et quand ils n'étudient pas ou ne sont pas en séance de soins, ils partagent la cour de récréation, la cantine, la fête de l'école avec les autres élèves. Merci Louisa pour ce JT. Aux États-Unis, les 18-27 ans représentent près de 40 millions d'électeurs potentiels, un vivier à ne pas laisser passer pour les candidats à la Maison-Blanche. Une génération de votants qui s'engage, réagit ou parfois s'insurge. Alors à quoi ressemble cette campagne vue de la jeunesse outre-Atlantique? On en parle tout de suite avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Ludivine Gilly. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de l'Observatoire de l'Amérique du Nord à la Fondation Jean Jaurès. Merci d'être là. Amy Green, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des États-Unis, enseignante à Sciences Po et autrice de ce livre, L'Amérique face à ses fractures. Que reste-t-il du rêve américain, paru aux éditions Taillandier. Alors, une campagne américaine qui fascine autant aux États-Unis qu'ici en France. Pour autant, on a parlé d'une jeunesse américaine qui s'est démobilisée. C'était le mot qui ressortait pendant cette campagne. Pourquoi? Peut-être déjà, Ludivine Gilly. La jeunesse américaine était démobilisée avant le 21 juillet. C'est-à-dire avant que Joe Biden déclare forfait et soit remplacé par Kamala Harris. Le candidat démocrate ne faisait pas forcément rêver et le candidat républicain ne faisait pas forcément rêver la jeunesse non plus. En revanche, une fois que Kamala Harris a remplacé Joe Biden, on a vraiment vu, côté démocrate en tout cas, un réel enthousiasme, en particulier du côté des jeunes, également du côté des minorités, mais du côté des jeunes, on a vraiment vu la campagne démocrate reprendre de l'élan. On peut dire qu'il y a eu plusieurs phases, si on prend de manière très grossière la politique américaine. Il y a eu Trump, puis après Biden, puis finalement ce changement de dernière minute, juste avant les prochaines élections qui arrivent là avec Kamala Harris. C'est vrai que c'est compliqué. Est-ce que les jeunes ont encore confiance en ceux qui les représentent aux États-Unis, Amy Green? Alors, il y a un sentiment chez les jeunes aux États-Unis qui a une classe d'adultes qui ont fait défaut, en fait, qui ne sont pas au rendez-vous des grands sujets de l'histoire, type le climat, les armes, etc. Et donc, très globalement, ils considèrent que les adultes ne sont plus en situation d'apporter des solutions réelles à des problèmes. Néanmoins, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est une jeunesse qui croit énormément dans la capacité des politiques justement à régler des problèmes. Donc, ils considèrent que si les adultes ne sont pas capables aujourd'hui de résoudre des grandes crises, ils sont tout à fait aptes à le faire. Ils souhaitent compter dans le débat public. Ils pensent qu'ils seront prêts à agir positivement justement sur des sujets qui les concernent. Donc, en fait, c'est une génération qui cherche à trouver justement l'incarnation politique de leurs espoirs, mais de toutes les manières, qui considèrent qu'ils sont tout à fait prêts et volontaires d'assumer cette responsabilité dès lors qu'ils seraient en capacité d'entrer au pouvoir. Oui, puis on l'a vu aussi, une crise énorme au sein des universités les plus prestigieuses, avec des crises d'opinion, de débats un peu houleux. Et je vais citer un passage de ce livre, L'Amérique face à ses fractures, d'Amy Green, paru aux éditions de Taillandier, toujours. Non seulement les jeunes générations pensent que les processus démocratiques s'affaissent, mais elles sont convaincus que le système actuel fait tout pour empêcher que leur voix se fasse entendre. Oui, l'idée renvoie à cette notion que la classe politique reste figée, ne se renouvelle pas. Et justement, on voit l'âge moyen d'un député aux États-Unis, de quelqu'un qui siège au Sénat ou au Congrès, est largement supérieur à l'âge moyen d'un Américain ordinaire. Donc, il est vrai qu'il y a ce sentiment-là d'avoir besoin de l'émergence de nouveaux visages, de nouveaux espoirs, justement, qui sont prêts à incarner une nouvelle idéologie, de nouvelles idées et de nouvelles solutions. Donc, en effet, il peut y avoir une forme de lassitude vis-à-vis de la classe politique existante. Ce n'est pas un phénomène réservé uniquement aux jeunes, mais c'est vrai que les jeunes s'attendent à des personnes qui représentent leurs idées et qui comprennent les enjeux justement de leur avenir. L'investissement des jeunes aux États-Unis pour justement les élections, notamment la présidentielle, elle est très importante ou pas? Elle a toujours été massive? Non. En fait, ça s'est amélioré au cours des dernières années parce que l'élection de 2020 a très fortement mobilisé. L'élection de 2022 pour des midterms, même si la participation est plus faible que pour des élections présidentielles, a davantage mobilisé que les précédentes. Et en 2016 également, on avait vu une mobilisation. Et si on remonte même un peu avant,
Barack Obama avait pu être élu en mobilisant notamment des jeunes qui n'allaient pas voter auparavant. Malgré tout, si on regarde les taux de participation des dernières élections, on constate que le taux de participation chez les jeunes, même s'il est plus élevé qu'auparavant, reste bien en deçà des taux de participation des catégories plus âgées. En fait, plus on vieillit, plus on participe. On a vraiment une progression linéaire sur ce sujet-là. Et Mygrid faisait allusion effectivement au sujet qui était au sujet sensible des jeunes, c'est-à-dire que la lutte par exemple contre le racisme, les violences sexistes, les violences aussi sexuelles, c'est-à-dire l'homophobie, enfin toutes les luttes aussi sociales. Est-ce que ça va forcément agir du côté démocrate ? En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que quand on regarde les intentions de vote et la manière dont les sujets dirigent les électeurs d'un côté ou de l'autre, on s'aperçoit que c'est certains sujets en particulier qui vont motiver les électeurs. Alors lesquels, on va dire, par exemple, côté républicain ? Du côté républicain, alors de tous les côtés, c'est l'économie cette année, que ce soit les plus âgés, les plus jeunes. C'est le pouvoir d'achat. La première, inflation, pouvoir d'achat, croissance économique. Et derrière, on va avoir différents types de sujets. Chez les jeunes, on a la question du logement. Quand on propose cette modalité de réponse, le sujet sort. Sinon, c'est englobé dans les questions économiques. On a la question de la santé. On a aussi... Il y a l'Obamacare qui peut jouer. L'Obamacare peut jouer, même si ce n'est pas forcément associé directement aux démocrates, mais les démocrates sont vus comme étant meilleurs dans ce domaine-là par l'ensemble de la population. On a également, et là on a une différence entre les hommes et les femmes, en particulier chez les jeunes, les droits reproductifs et la question de l'avortement mobilisent les jeunes femmes, beaucoup moins les jeunes hommes. Alors que dans les catégories plus âgées, on a un équilibre qui est meilleur. Est-ce qu'il y a aussi un lien avec les diplômes des jeunes, peut-être ? Parce qu'en fonction de la qualité du diplôme Le niveau de diplôme, de manière générale, est un des déterminants les plus forts de l'orientation du vote. On a l'origine raciale, qui est extrêmement déterminante, et le niveau de diplôme qui est à peu près au même niveau en termes d'orientation. Plus on est diplômé, en fait, plus on vote démocrate. Mais les jeunes ont tendance également à voter davantage démocrate que les plus âgés, sachant qu'il y a des nuances parmi les jeunes. On a la structure démographique des États-Unis qui évolue, avec une structure qui est beaucoup plus variée. Parmi les 75 ans et plus, on a 77% de blancs. Parmi les 18-24 ans, on est autour de 50%. La différence, c'est quoi ? C'est qu'on a beaucoup plus d'hispaniques, on a un petit peu plus de noirs et à peu près autant d'asiatiques. Et ces catégories de population ne votent pas nécessairement de la même manière. Les blancs ont tendance à voter davantage républicain, les noirs ont tendance à voter davantage démocrate. Les hispaniques, ça évolue depuis ces dernières années. Ça reste davantage démocrate, même si là encore, au sein de la population hispanique, il faut faire des différences parce que tous les hispaniques ne votent pas de la même manière. Mais au sein des jeunes, on a davantage d'hispaniques, davantage de noirs. Et donc, ça change la structure du vote au sein de cette catégorie. Et donc, ça va jouer à la fois davantage sur l'origine, quelque part raciale, plutôt que sur la CSP, ce qu'on appelle la CSP en France, les classes socio-professionnelles, le niveau, en fait, de vie. Alors, c'est une question très complexe, c'est-à-dire que, mais ce qui est très intéressant, c'est que les deux campagnes, ils cherchent à cibler d'ores et déjà des publics au sein de la jeunesse. Bah, typiquement, et d'ailleurs, c'est incarné d'une certaine manière par les deux gros soutiens des deux candidats. On a personne de Taylor Swift et d'Elon Musk. Ça réfléchit beaucoup, ça dit énormément justement de l'approche des deux candidats. Donc, avec un parti démocrate qui est tourné vers des jeunes diplômés, mais pas que. Évidemment, les jeunes femmes comptent énormément pour le parti démocrate. Mais ce qui est très fascinant, c'est que chez les jeunes hommes, donc les jeunes hommes blancs, sans diplômés supérieurs, ils votent davantage pour Donald Trump et donc ils sont séduits justement par le discours un petit peu plus viril de Donald Trump ou d'Elon Musk. Et d'ailleurs, Donald Trump cultive activement les jeunes hommes qui font partie des mouvances dites masculinistes parce que c'est un public, en fait, finalement, qui tombe un petit peu dans le dérive du trumpisme parce qu'ils peuvent se sentir eux aussi, même jeunes, exclus par l'économie, exclus par les nouveaux mœurs culturelles, sociales, etc. Et donc,
finalement, ils trouvent la réponse dans l'homme fort que souhaite incarner un Donald Trump. Mais même côté femme, avec les tradwives aussi qu'on a vu arriver. Oui, avec les tradwives, on l'a un peu, mais néanmoins, je pense qu'il y a une tendance plus générale, c'est que les jeunes femmes davantage votent démocrate. C'est sur la question reproductive, effectivement, où ça joue énormément. Mais le Parti républicain, de manière générale, pendant cette élection, que ce soit des républicains ou des démocrates, a un vrai problème structurel avec les femmes en 2024, en tout cas. Waouh, ça en dit long quand même. C'est vrai que Kamala Harris est très présente sur TikTok. Ça aussi, c'est peut-être un phénomène un peu nouveau, non? C'est les réseaux sociaux qu'on utilise beaucoup pour cette campagne. C'est croissant, et quand on regarde les enquêtes d'opinion, il y a une enquête qui a été faite par l'Université de Chicago, Gen Forward, qui s'intéresse à l'opinion des jeunes. Et une des questions qui est posée, c'est quelle est votre source d'information en termes d'information politique. Et on se rend compte, ce dont on pouvait se douter, c'est-à-dire que les jeunes suivent très peu les médias traditionnels, donc la télévision, la radio, la presse écrite, même la presse traditionnelle de manière digitale. Leur source principale d'information sur la politique, ce sont les réseaux sociaux. D'où l'impact dont vous parliez, effectivement, avec la pop culture. Ça, on voit, c'est vraiment un phénomène typique des États-Unis. Vous parlez de Taylor Swift, on parlait évidemment de Elon Musk. Est-ce que j'ai vu des journaux titrés, que ce soit en France ou aux États-Unis, finalement, que la campagne se joue davantage avec Taylor Swift et Elon Musk plutôt qu'avec Kamala Harris et Donald Trump. Enfin, même si c'est pas un trait d'humour, c'est quand même fou. Oui, on peut avoir parfois l'impression, mais en effet, je ne serais pas tout à fait d'accord avec l'analyse, mais je pense que justement, c'est des soutiens qui en disent long sur la candidature. Et on a vu un nombre d'artistes populaires, d'ailleurs, ou peut-être plus âgés, interdisent à Donald Trump d'utiliser leurs chansons lors des meetings, alors qu'ils se rangent tous derrière la candidate démocrate pour donner ces autorisations, même à titre gratuit à Kamala Harris de les utiliser. Donc, en fait, c'est vrai que ce sujet, ce que vous dites, on peut penser que l'élection se joue entre Swift et Musk, mais en fait, finalement, il y a vraiment quelque chose dans le rôle de la culture populaire dans cette élection qu'on n'a peut-être pas vu autant dans des élections précédentes. Une vidéo qui a fait quand même un buzz absolument incroyable. J'aimerais bien qu'on la regarde si vous le voulez bien, parce qu'elle est fascinante. Suite au débat du 10 septembre donc, entre Kamala Harris et Donald Trump, on a vu fleurir un mème, des vidéos, des reprises musicales, et il y en a une qui s'est faite. On va en parler juste dans un instant. On regarde. In Springfield, they're eating the dogs, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. People of Springfield, please don't eat my cats. Why would you do that? Eat something else. People of Springfield, please don't eat my dog. Here's a catalog of other things to eat. J'aurais pu la laisser longtemps, tellement je l'adore cette vidéo, je la trouve incroyable. Enfin, c'est ce titre qui a été au départ, qui effectivement est une plaisanterie, un joke, évidemment, suite au débat, mais enfin, c'est quand même sur des propos tenus par Donald Trump sur les migrants haïtiens il les accusait de manger les animaux de compagnie dans la ville de Springfield. Donc bon, voilà. Mais combien de vidéos, combien de vues Je ne sais pas combien de vues, mais oui, probablement plusieurs millions maintenant. Il y a une influence réelle. Oui. Ce type de... Oui, en fait, c'est assez intéressant parce qu'on voit le pouvoir des jeunes sur Internet, en fait, dans cette élection, avec les mèmes, avec ce type de vidéos, justement. Assez rapidement, après l'entrée en jeu de Kamala Harris et donc de son colistier Tim Walz, ils avaient trouvé un petit peu le ton de dérision, de moquerie, de la blague, en fait, finalement, pour affronter la menace de Trump. Les démocrates, ils avaient utilisé toutes les armes, sauf celle-là. Et assez rapidement, les démocrates, ont trouvé la formule de bizarre, étrange pour qualifier Donald Trump. Et en fait, on voit que la jeunesse sur Internet s'en saisissent, mais de façon spectaculaire. Et en effet, ils détournent les clips, les prises de parole, etc., pour en faire des mèmes qui deviennent vraiment virales. Donc c'est vrai que ce type de vidéo, ça parle à la fois de l'importance des réseaux sociaux pour communiquer des messages, mais aussi de cette capacité de la jeunesse de trouver la dérision, de trouver le second degré et d'en faire un véritable sujet. Ludivine,
Julie, vous disiez que les jeunes s'informent énormément sur TikTok, notamment aux États-Unis. En France, je crois que c'est pas loin d'être la vérité aussi d'ailleurs. Ça veut dire aussi qu'ils sont plus à même peut-être d'être informés, ou en tout cas de faire face aux fake news ou à la désinformation. Ou est-ce qu'on est aussi dans une logique où eh bien, certains partis peuvent utiliser ça justement pour propager C'est bien tout l'enjeu des réseaux sociaux. C'est ce qu'on avait vu en 2016, c'est ce qu'on a vu en 2020. Ce sont des circuits d'information qui sont beaucoup plus propices à la circulation de désinformation. On a un gros enjeu sur X, anciennement Twitter, où, y compris Elon Musk, diffuse de fausses informations, parfois en les enlevant ensuite, mais souvent en les laissant circuler, voire en les propageant lui-même. Et ça pose un enjeu, une grande question, dans la mesure où c'est la source primaire d'information d'une partie de l'électorat, et pas seulement des jeunes. Oui, alors évidemment on dit source d'information, encore faut-il pouvoir avoir effectivement un téléphone, un ordinateur, être complètement dans cette logique-là. Et donc du coup, on se pose la question, les États-Unis c'est extrêmement vaste, nous on est un tout petit pays en France, etc. Mais les États-Unis c'est extrêmement vaste, donc il n'y a pas un pays mais des pays. Et donc autant de cultures et de destins liés à ces élections. Est-ce que justement la question géographique est très importante? Est-ce qu'il y a une opposition par exemple ville-campagne, côte et centre qui est vraiment très très disparate? On a de nombreuses caractéristiques qui se cumulent en fait. C'est comme la structure démographique avec les jeunes d'origine différentes, les plus âgés d'origine différente. Et de la même manière, on va avoir dans différents États différentes structures et différentes cultures. Si on regarde la population dans les swing states, donc les États clés du Sud, si on regarde l'Arizona ou le Nevada par exemple, ce sont des États qui ont une très forte population latino. Le Texas c'est pareil, la Floride c'est pareil. Si on compare à un autre État clé, le Michigan, c'est beaucoup plus blanc comme État, y compris et peut-être même particulièrement au sein de la population jeune. Donc ça va créer des structures différentes, et à ces différences-là s'ajoutent les différences entre ville et campagne, avec, globalement aux États-Unis, on a beaucoup plus de suburbains et d'urbains aujourd'hui qu'on a de personnes qui vivent à la campagne. C'est comme en France, on a eu une évolution comme dans ce sens-là au fil des décennies. Mais on a en plus davantage de personnes âgées qui vivent dans les campagnes par rapport aux populations jeunes. Donc on cumule différentes strates de catégories, et c'est une des explications aussi au fait que aux États-Unis, les campagnes votent davantage républicains, à la fois parce qu'on a davantage de diplômés en ville, mais qu'on a davantage de jeunes en ville, et donc on a des cumuls de différentes typologies de population qui votent dans un sens ou dans un autre. Mais l'accès est assez restreint aux urnes aussi dans ces territoires-là, non, Amy Green? Alors, l'accès aux urnes ne se fait pas de la même façon en France parce qu'on considère qu'ici, c'est beaucoup plus abordable. Déjà, dès lors qu'on s'inscrit sur les listes électorales, on est inscrit pour très longtemps, alors qu'aux États-Unis, il faut se réinscrire à chaque fois. Le jour du vote, c'est un mardi. Donc, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est praticable pour les personnes, notamment les plus précaires, qui n'ont pas la possibilité de venir avec une heure de retard ou de poser une demi-journée de congé pour aller voter. Maintenant, on a en effet le vote par anticipation. Moi-même, j'ai déposé mon vote aujourd'hui, donc c'est dire. Donc, il y a des façons de contourner justement ce problème. Et puis, par ailleurs, il y a des tentatives et même des actions de réécrire ou de complexifier justement les procès d'inscription sur les listes ou d'accéder aux urnes pour empêcher certains publics de voter. Donc, en effet, on peut considérer que déjà, il faut avoir l'instinct de se réinscrire à chaque fois. Il faut connaître l'adresse, avoir le temps d'aller voter. Bref, il peut y avoir un certain nombre de facteurs qui rendent l'accès aux urnes un peu plus difficile. Et puis, je pense à l'Arizona en particulier, parce qu'on parle des jeunes, avec une loi qui différencie le vote dans l'État et pour les élections locales et le vote fédéral, qui peut venir effectivement impacter davantage des étudiants qui viennent d'autres États et qui n'auraient plus le droit nécessairement de voter dans cet État-là parce qu'ils ne sont pas résidents, parce qu'ils ne cochent pas toutes les cases, alors qu'il y a un vrai débat, même au niveau de la Cour suprême sur ça. Donc, il peut y avoir des barrages, en tout cas, qui rendent encore plus difficile la capacité à s'inscrire et à aller voter dans certains endroits.
On parlait des facteurs qui vont jouer évidemment pour cette élection. On a parlé de tous les facteurs qu'on connaît. Le premier, et qu'on retrouve, je crois, partout dans le monde aujourd'hui, qui est le problème de pouvoir d'achat et de l'inflation qui est très très fort. Là, c'est, on peut dire, éventuellement un atout pour Trump ou pas ? Alors, Trump est perçu de façon générale comme plus fort et plus crédible sur l'économie. Il est vrai que les indicateurs économiques sont plutôt positifs, mais ce n'est pas forcément ressenti dans la vie d'un Américain ordinaire parce qu'il y a d'autres coûts et d'autres facteurs qui font que la vie continue avec une grande difficulté. Mais typiquement, les coûts du logement, les coûts de l'alimentation, les frais médicaux, ce sont des choses qui ont explosé, alors que les loisirs ont baissé. Donc, c'est plus accessible, les loisirs, que les produits de première nécessité. Donc, en effet, cet écart entre les indicateurs macroéconomiques et l'expérience réelle d'un Américain se creuse. On peut imaginer aussi que même si l'inflation baisse, se stabilise, les salaires n'ont pas augmenté. Il y a une stagnation salariale depuis plusieurs années, voire décennies maintenant, qui fait que cette stagnation plus les coûts de base qui augmentent fait que l'Américain, en général, arrive difficilement à boucler ses fins de mois, sauf si on est dans les CSP+, ou plus. Donc les démocrates qui vantent une croissance record effectivement créée par Joe Biden, finalement les jeunes ne l'aperçoivent pas forcément comme telle aujourd'hui. Non, c'est bien ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que les indicateurs fondamentaux macroéconomiques sont bons, mais dans le quotidien, la plupart de la population ne le perçoit pas. Chez les jeunes, on a la question du pouvoir d'achat, on a la question du logement, on a également la question des emprunts étudiants pour la partie qui est étudiante, parce qu'encore une fois, on a parlé des campus. Tous les jeunes ne sont pas étudiants. On a à peu près 39% dans la population qui a entre 18 et 30 ans qui a un diplôme d'un équivalent Bac+4. Ça veut dire que 60% n'en ont pas. Mais ces 60%-là, ils sont sur le marché du travail. Ouais. Et donc, ils ne font pas face au chômage, mais ils font face à des salaires qui ne sont pas forcément aussi élevés qu'il faudrait et à une augmentation des prix. Donc, c'est vraiment la question qui est au cœur de leurs préoccupations et pour laquelle, malgré les bons résultats globaux de l'économie, les démocrates ne tirent pas de bénéfices. Et donc, les républicains, sur ces questions-là, sont vus comme plus compétents. De manière générale, sur les questions économiques, les républicains sont habituellement, sauf exception, on pensait à Bill Clinton par exemple en termes d'exception, les républicains sont vus comme plus compétents. Donc si la perception de la situation économique est mauvaise, ça va avantager les républicains. Donc il y a évidemment l'inflation, on vient d'en parler, il y a les luttes sociales dont on a parlé précédemment, et puis il y a aussi la politique extérieure et le soutien sans faille aussi à Israël. Et ce qui peut coûter des voix aux électeurs qu'on dit de gauche, encore que je ne sais pas s'il y a vraiment une gauche aux États-Unis, mais enfin on va dire démocrate. Il y a des gauches, il y a toute une diversité au sein du Parti démocrate, mais c'est un sujet qui peut provoquer des soucis pour la campagne démocrate parce qu'en effet, il y a au sein du Parti démocrate, notamment dans un État pivot, le Michigan, une fronde par rapport au soutien de l'administration Biden pour la politique de Netanyahou. Voilà, et donc il y avait déjà une contestation qui s'est exprimée au moment des primaires, où il y avait à peu près, je crois, 10% des électeurs de cet État-là, mais pas que de Michigan, dans d'autres États aussi, qui ont refusé de voter automatiquement pour Joe Biden, mais qui se sont déclarés non affiliés. Ce qui fait que Joe Biden a emporté les primaires, mais avec le 10% de contestation, ce qui pouvait faire pression sur lui. Aujourd'hui, on est dans une situation, il y a également dans l'État de Michigan, typiquement, la diaspora libanaise qui déplore les bombardements, etc. Donc en fait, les démocrates, ils étaient déjà en situation un peu difficile parce qu'ils s'affichent un soutien indéfectible pour Israël, mais en même temps, une pression de la part de leurs propres électeurs. Aujourd'hui, Kamala Harris, elle ne bénéficie pas de l'image de quelqu'un qui soutient aussi fortement Israël que Donald Trump. Et donc, ce sujet-là se réinjecte dans la campagne présidentielle avec une Kamala Harris qui doit effectivement faire face à la fronde dans son parti qu'elle a réussi à calmer quelques mois, mais maintenant qui va peut-être ressurgir au moment clé, ça veut dire l'élection. Et puis, avec d'autres indécis qui perçoivent peut-être qu'il y a un soutien un peu plus faible, que ce soit vrai ou pas. En tout cas, c'est vrai que c'est un sujet qui risque de coûter plus cher aux démocrates qu'aux républicains. Et puis peut-être la manière de gérer le conflit aussi de la part de Joe Biden, une réaction juste à cela, et puis on va rendre.
C'est un sujet sur lequel les démocrates comme les républicains sont clairement pro-israéliens, mais en termes de perception, on revient comme sur les questions économiques. La perception au sein de l'électorat, alors en partie du côté républicain, c'est que les républicains sont davantage pro-israéliens. Les républicains voient même Kamala Harris comme pro-palestinienne. Mais du côté démocrate, on ne voit pas nécessairement de différence entre les mesures prises par Joe Biden et une potentielle présidence Harris. Mais elle s'est démarquée par rapport à la présidence Joe Biden. Elle ne s'est pas vraiment démarquée sur les positions politiques. On a des nuances dans le discours. Ouais. Elle parle davantage du sort des Palestiniens, mais la position politique reste très clairement pro-israélienne. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur ce plateau. Amy Green, voici votre livre « L'Amérique face à ses fractures ». Que reste-t-il du rêve américain paru chez Taillandier. Merci mille fois d'être venue sur ce plateau. Ludivine Gilly, merci aussi, directrice de l'Observatoire de l'Amérique du Nord à la Fondation Jean Jaurès. Et vous êtes également enseignante à Sciences Po et spécialiste des États-Unis. Merci beaucoup. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Magali Chiappone-Lucchesi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes autrice de L'homme qui n'a pas marché sur la Lune aux éditions Glénat. Superbe album en collaboration avec Yuli, l'illustratrice dont on va parler bien sûr parce que les images sont absolument magnifiques, autant que le texte, autant que l'histoire. Bon, c'est toujours délicat de montrer ça comme ça à l'antenne parce qu'on n'y voit pas grand-chose, mais je vous assure que c'était vraiment un album à découvrir. Le 21 juillet 69. Vous savez ce qu'il s'est passé. Neil Armstrong et Buzz Aldrin posent un pied sur la Lune. C'est la fameuse mission Apollo 11. Pour les plus jeunes qui nous regardent, est-ce qu'on peut revoir le contexte de l'époque ? Alors, c'est le 16 juillet. Ils partent du Cap Canaveral avec donc Buzz Aldrin, Neil Armstrong et Michael Collins dans la fusée Saturn V. Ils décollent et ils vont mettre, je crois, 71 heures à décoller et ils sont dans cette fusée. Il y a 2 modules à l'intérieur, le module Columbia et le module Eagle. Et le module Eagle va se détacher en fait du module Columbia. Et dans le module Eagle, il y aura Buzz Aldrin et Neil Armstrong. Et dans le module Columbia restera Michael Collins, qui restera en orbite en fait autour de la Lune. Et il attendra ses 2 camarades qui vont eux aller sur la Lune et à l'unir. C'est donc lui, l'homme qui n'a pas marché sur la Lune, mais pour qui, évidemment, l'aventure était absolument folle et n'aurait pas pu exister, évidemment, s'il n'avait pas été là. C'est pour ça que cet album existe. Est-ce que les gens connaissent réellement Michael Collins ? Je ne pense pas. Moi-même, je l'ai connu il y a peu, grâce à Marie-Amélie Léon, mon éditrice, qui m'a fait lire un article de journal en fait, sur lui. Et on a trouvé son destin absolument extraordinaire. J'ai été chavirée en fait, dans l'imaginaire de tout ce qu'il pouvait raconter. Il était le 3e homme, celui qui n'a pas marché sur la Lune, donc celui qui attendait ses camarades. Et surtout, à un moment donné, il va aller autour de la face cachée de la Lune. Et là, il n'y a plus aucune communication. Donc il est le seul, en fait, au monde à être dans une espèce d'abysse
spatio-temporel, et on se demandait, mais qu'est-ce qu'il peut penser à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il peut ressentir alors qu'il est si seul? Et je voulais vous lire une citation de lui, si vous me permettez. Allez-y. Où il dit « J'ai ressenti quelque chose de très fort, mais ce n'était pas de la solitude et certainement pas de la peur. C'était un sentiment de lucidité, presque d'exaltation. Ça m'a plu, c'était bien. Le module fonctionnait bien, j'avais mon petit chez moi, les lumières allumées et tout allait bien. Mais ma peur secrète durant 6 mois a été de les laisser sur la Lune et de rentrer sur Terre. Dans quelques minutes, je vais découvrir la vérité. » Donc c'est ça surtout dont il avait peur, c'est de ne pas revenir avec ses camarades. Mais par contre, il était bien, il buvait son petit café lyophilisé. Parce que faut reprendre l'histoire effectivement dès le départ, parce que c'est absolument fascinant. Cette mission, elle démarre, parce que ça démarre bien avant, ça démarre en 61, cette course effectivement à la conquête de l'espace. C'était la bagarre entre les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque. Donc finalement, cette mission qui arrive, ils partent tous les 3 comme vous l'avez raconté. Et effectivement, 2 vont poser le pied sur la Lune, mais lui, on retient son nom, mais que assez vaguement finalement. Armstrong, tout le monde connaît son nom, mais Collins, peut-être un peu moins. On dit Collins ou Collins? Moi, je dis Collins. Bon, voilà, Collins, un peu moins. Et effectivement, il est le 3e homme, sauf que cette mission n'aurait jamais pu être possible sans lui. Non, jamais. Et en fait, c'était un pilote vraiment hors pair. C'est pour ça qu'il a été choisi. Au début, il était pilote dans l'US Air Force. Et après, je crois que c'est le président Eisenhower, à l'époque, qui a dit on va ouvrir en fait la possibilité aux pilotes de l'armée de venir passer le concours pour la NASA. Et tout de suite, il l'a fait. Et tout de suite, il a été pris. Et il a passé en fait le concours. Il a réussi. Il a été pilote pour la mission d'avant Apollo, qui était la mission Gemini, où il a fait des sorties, ce qu'on appelle des sorties extravéhiculaires, où il est allé dans l'espace. Et après, tout de suite, ils l'ont repéré. Ils lui ont proposé d'être pilote du commandant donc, de ce module. Sous Kennedy, je crois, à cette époque-là, non? Et c'était sous Kennedy après. Sous Kennedy après, en voilà. 1960. Et alors, quand vous le dites, effectivement, les 2 partent les premiers, effectivement, sur la Lune pour pouvoir, justement, marcher sur la Lune. Il est tout seul dans ce module, mais on le voit, et ici, par exemple, ceux qui sont, j'allais dire dans une régie, parce que moi, j'ai l'automatisme de la télévision, mais ce n'est pas une régie. C'est le centre de contrôle. Dans le centre de contrôle, évidemment, et qui maintiennent ce contact pour le maintenir éveillé. Oui, il jactait, comme il dit. Il me jactait dans l'oreille pour que je reste éveillée. Et là, il y a Frances, en fait. Frances, c'est Frances Poppy, qui était là pour la mission Apollo 8. Alors, c'est vrai, c'est pas un documentaire, ce que j'ai fait, c'est pas un réalisme scientifique. Mais je voulais montrer que des femmes aussi étaient déjà là dès les années 60 en tant qu'ingénieures. Elles calculaient en fait les calculs de l'ordinateur pour le chemin pour que la mission Apollo arrivent bien à leur bord et allunissent bien. Elle faisait partie en fait de ce calcul de l'ordinateur. Donc Frances était au centre de contrôle pour Apollo 8, mais j'avais envie qu'elle apparaisse ici. Et Margaret Hamilton, qui était aussi une femme ingénieure, une des premières, une des pionnières, était là pour la mission Apollo 11 aussi. Voilà. Donc des femmes très présentes aussi pour cette mission. Et puis donc ce Michael Collins qui passe 48 minutes seul, sans aucun contact avec le monde extérieur. Puis tout d'un coup, c'est coupé. C'est qu'en fait, on a ici Houston, puis après, il n'y a plus ici Houston. Et il n'y a plus. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, c'est le seul, finalement, qui n'a pas vu les images de ses camarades qui posaient le premier pas sur la Lune. Il était derrière la face cachée de la Lune à ce moment-là. Et au moment où il, de nouveau, station de Yuli, là, voilà, au moment où de nouveau il réapparaît, là il y a Houston qui lui dit ils viennent de poser le drapeau, ils sont arrivés, et là voilà, c'est incroyable pour lui. Alors il y a une insigne qui est dessinée systématiquement, qui se calque sur le croquis, mais vous pouvez nous raconter, parce que on le voit ici, mais je veux pas quand même tout montrer de ce magnifique album, l'histoire de cette petite insigne. Mais c'est l'histoire de l'écusson. Chaque en fait, mission a son propre écusson. Généralement, on met le nom des 3 astronautes, ou des 2 ou des 4 astronautes. Là, ils n'ont pas voulu. Pour eux, parce que c'était quelque chose de trop grand, en fait, qui les dépassait. Et je crois qu'ils sont 400 000 à avoir participé à cette mission pour que 2 hommes marchent sur la Lune. Donc pour eux, c'était très important. C'était une marque d'humilité de ne pas, en fait, écrire leur prénom. Mais c'est Michael Collins qui en a dessiné, en fait, en partie, les traits. Donc il y a un aigle et il y a un olivier qui tient une branche d'olivier
pour symboliser la paix, en fait, entre tous les hommes, parce qu'il faut rappeler qu'on est en pleine guerre froide aussi. Pleine guerre froide. Vous parlez d'humilité, effectivement, c'est un mot qui revient beaucoup, l'humilité, parce que c'est l'humilité d'un homme aussi, qui est donc le fameux troisième homme, dont on parle peut-être un petit peu moins, même si des centaines de millions d'hommes du monde entier regardent évidemment ces images. Hein. C'est quand même l'événement le plus marquant au monde. Et pour autant, on cite beaucoup quand même ceux qui ont marché sur la Lune, peut-être un petit peu moins le troisième. Mais il reste un homme de l'ombre, mais ça lui va bien. Ça lui va bien, et c'est ça qui est merveilleux, et c'est aussi pour ça que je voulais écrire cet album et en parler. Il le dit lui-même, d'ailleurs, dans un plateau télé en France, il dit « Je ne suis pas frustré ». Je ne suis pas frustrée du tout. Au contraire, je suis là à ma place. Et moi, je trouve ça très important de signifier ça. Et j'espère, en fait, c'est ce que je souhaite à chacun d'entre nous, c'est qu'on peut être à sa place, à la fois dans l'ombre ou dans la lumière, peu importe. Mais c'est trouver sa bonne place. Et il l'était, il a dit et redit. Important évidemment pour les enfants qui vont lire cet album de comprendre que la place de l'ombre peut être aussi une très belle place, qu'être là en soutien et puis se dire toujours qu'effectivement, même si on n'est peut-être pas forcément devant les caméras, cette mission ne se ferait pas. Exactement, c'est vraiment ce que je voulais et c'est vraiment ce qu'il a dit et redit. Et puis, il n'y a pas que lui, il y a tous les autres qui ont travaillé, bien sûr, pour que cette mission se passe bien. Alors, je le dis, hein, on est en 69, on est en 2024 aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a effectivement Internet, on a la pluralité. À l'époque, il n'y a pas tout ça. Ouais. Et pour autant, je le disais, des centaines de millions de gens vont être rivés devant la chaîne qui retransmet ces images-là. Oui, complètement. Et c'est assez fou. Et lui-même, je crois que Hergé, ça c'est super important aussi pour moi parce que Hergé, je l'ai lu quand j'étais petite et c'est aussi pour ça que je voulais raconter cette histoire, a dit mais c'est fou. Donc Tintin est là. J'ai écouté une archive où il dit mais c'est fou. Donc c'est vraiment arrivé. C'est incroyable. Une étoile brille et scintille si vivement au milieu de la Voie lactée. Je ne peux m'en détacher. C'est elle, j'en suis sûre, ma petite fille du futur, ma petite chérie. J'ai envie de te dire, vas-y, bondis, envole-toi. Aie confiance, crois en toi, en tes rêves, quels qu'ils soient. Prends soin de toi, des humains, de la Terre, de la Lune. Et même si tu n'es pas dans la lumière, tu seras toujours une pionnière. Pour qui ça ? Ça, c'est pour toutes les petites filles, parce que je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup d'hommes dans cette histoire. Et j'avais besoin aussi que les petites filles qui lisent ce livre se reconnaissent aussi. Et peu importe le rêve qu'elles ont envie de faire, elles peuvent s'y accrocher. Et c'était très important pour moi de le rajouter. Et la preuve, je crois que c'est en 2026 que ça va se passer maintenant. Il y a Artemis 3 qui va se passer. Et c'est la première femme qui va enfin marcher sur la Lune. Donc voilà, on y est en 2026. Ça y est, on y arrive. La Lune, l'espace, ce sont des endroits, des lieux qui vous ont toujours fasciné ? La Lune, oui. La Lune, vraiment, les missions Apollo, j'en ai peu de souvenirs de quand j'étais petite, mais la Lune, c'est une sorte de compagne de mes nuits, de mes rêveries, et c'était ça dont j'avais vraiment envie de parler, de faire passer la poésie de la Lune aux enfants, parce que je pense que les enfants ont une vraie capacité de ressentir et de comprendre les choses à travers la littérature et la poésie, qu'on peut leur faire confiance aussi, parce que ce que j'ai fait, donc, c'est pas un documentaire, mais c'est une invitation à une rêverie. Et j'espère qu'ils arriveront à ressentir je me suis posé beaucoup de questions. Je suis passée surtout par les sensations. Ça a quel goût la Lune ? Ça a quelle odeur la Lune ? Qu'est-ce qu'on ressent vraiment ? Et c'est ça que j'ai essayé de faire avec des métaphores. Et je trouve ça génial aussi, c'est que j'ai cette lecture-là sensorielle, on va dire, de l'espace. Et puis après, Yuli, mon illustratrice, a eu une autre lecture. Et après, je pense que les lecteurs auront de nouveau une autre lecture. Et il y a toutes ces strates de lectures qui vont se mélanger. Et je trouve ça assez merveilleux. Merci beaucoup. En tout cas, mission réussie pour Magali Chiappone-Lucchesi avec cet album magnifique, L'homme qui n'a pas marché sur la Lune, aux éditions Glénat. Bravo, c'est somptueux. Un album pour rêver à l'infiniment grand et s'évader. Merci d'être venue sur le plateau du Grand JT. On va retrouver tout de suite Louisa pour sa chronique. Louisa, dans votre chronique sur les réseaux, vous revenez sur les discours de propagande d'Adolf Hitler qui sont utilisés sur le réseau social TikTok. Oui, dans un rapport publié le 17 septembre, l'ONG américaine Media Matters alerte sur l'utilisation de discours nazis, de propagande d'Adolf Hitler sur la plateforme TikTok. Ces audios exploités sans contexte, faisant des millions de vues, font passer le chancelier pour un homme diabolisé, niant ou restreignant les crimes de l'homme à l'origine du nazisme et qui tua des millions de juifs. Je vous propose de regarder quelques extraits de ces vidéos TikTok, traduites en anglais grâce à l'intelligence artificielle, intelligence qui corrige le sens des mots afin de valoriser les discours du dictateur. On regarde.
You know, I didn't do that for months. I didn't drop a bomb on Paris. I asked for surrender 5 times before we attacked Warsaw. Everything was refused. I asked that the women and children be sent out of the area. Not even the parliamentarian was received. Everything was rejected. And then came the decline of our culture, these mounds of contamination of our entire cultural life, the decomposition of our literature, the poisoning of our theater, of our movie theaters. All the art is now falling for it. Alors vous le disiez, elles font passer ce chancelier pour un homme diabolisé, tout ça dans une autre langue. En quoi ces vidéos sont dangereuses, Louisa? Je n'ai pas envoyé de bombes sur Paris, j'ai demandé 5 fois la reddition avant d'attaquer Varsovie, tout a été refusé. J'ai demandé que les femmes et les enfants soient envoyés ailleurs, tout a été rejeté. Voici la traduction de ce que vous avez pu entendre dans ces extraits. Désinformation, banalisation du nazisme, aucun rappel ou contexte historique. Ces vidéos existent depuis le mois d'avril sur TikTok et ont explosé sur le réseau TikTok depuis septembre. Quelles sont les réactions des internautes? Alors voici quelques commentaires sous une des vidéos que nous avons vues précédemment, je vous les traduis. Je préfère l'enregistrement original en allemand, pas étonnant qu'il les ait toujours cachés, c'est logique. Sérieusement, si je ne réfléchis pas correctement, il semble que cela m'affectera, son discours était très puissant. Alors si certains tournent ces vidéos en dérision, mais participent à leur diffusion, d'autres y adhèrent, découvrent un nouveau visage bienveillant du chancelier et comprennent pourquoi ces discours n'ont jamais été traduits. Selon la chaîne de télévision britannique Sky News, d'après une enquête, c'est plus de 70 000 vidéos qui reprennent des sons de discours nazis. J'ai également trouvé des liens vidéo en commentaire qui renvoient vers d'autres compilations vidéo, mais sur YouTube cette fois-ci. Alors quelles sont justement les stratégies afin de déjouer les règles du réseau social TikTok? Alors ce qu'il est important de savoir, c'est que les contenus de l'application sont surveillés par une intelligence artificielle de modération. Si infraction il y a, les contenus sont immédiatement supprimés. En revanche, cette histoire prouve que ce n'est pas toujours le cas. Les extrémistes qui partagent ces vidéos semblent bien connaître les règles de l'application et les détournent de plusieurs façons. Alors que l'image est la force de TikTok, ils exploitent davantage le son. Les discours sont mélangés au genre musical que l'on appelle le drift funk, genre qui utilise des sons déformés et qui déforme donc les paroles des discours. Ils contrôlent les images afin de passer sous les radars en utilisant des images historiques autorisées, des paysages ou des fonds noirs. Les musiques ont été renommées des discours très souvent accélérés. Bon, TikTok est forcément au courant. Qu'est-ce qu'ils font face à ces diffusions? Alors, vous imaginez bien, Virginie, qu'ils ont répondu. Contactés par la chaîne Sky News, TikTok répond ceci. Ce contenu a été immédiatement supprimé parce qu'il enfreignait nos politiques strictes de lutte contre les discours haineux. Nous formons régulièrement nos professionnels de la sécurité et mettons à jour nos mesures de protection afin de détecter en permanence les comportements haineux. Nous supprimons 91% de ce type de contenu avant qu'il ne nous soit signalé. Alors, la plateforme a supprimé déjà de nombreuses vidéos, mais beaucoup sont encore en ligne. La détection de ces audios reste difficile car aucune grossièreté n'est présente. Quant au nom Adolf Hitler, il est remplacé par le grand peintre, oncle A, le grand peintre autrichien. Bon, alors, ceci faisant référence à son lieu de naissance et sa courte carrière de peintre. Les plateformes ne modèrent pas suffisamment la haine et les contenus extrémistes, estime Anna Rose, spécialiste de la haine et de l'extrémisme à l'Institut pour le dialogue stratégique. Alors qu'en Autriche, l'extrême droite vient de gagner les législatives et que certains élus du parti entonnaient un chant en l'honneur du Reich allemand lors d'obsèques, la dernière carte interactive des groupuscules d'extrême droite en France dressée par Libération pointe du doigt, je cite, des tendances qui se confirment entre tentations de plus en plus prégnantes pour le néofascisme, la violence ainsi qu'un éclatement géographique théorisé pour brouiller les pistes des services de sécurité. Cette carte et ses détails sont à retrouver sur le site libération.fr et consultables. Merci beaucoup Louisa, merci pour ces infos. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP. Commençons, puisque vous parliez des Belges, des Italiens, des Polonais, commençons par tordre le cou à un mythe. Leur intégration, elle n'a pas forcément été comme ça, d'un clin d'œil. C'est facile parce qu'on partage globalement la même religion, qu'il n'y a pas de sujet de racisme. Non, c'est super compliqué. C'est une idée reçue qu'on entend vraiment de plus en plus souvent, en plus aujourd'hui. Mais il suffit de lire Germinal pour voir que les Belges n'ont pas été accueillis à bras ouverts. Et les Polonais qu'on présente aujourd'hui dans de nombreux discours d'hommes et de femmes politiques comme des exemples d'intégration. Les Polonais qui arrivent en France au XIXe siècle et au début du XXe, ils sont extrêmement nombreux, refusent de parler français, refusent d'aller dans les écoles françaises. Ils sont catholiques, mais ils refusent d'aller dans les églises catholiques françaises. Ils ont leurs propres prêtres. Ils donnent des prénoms
polonais à leurs enfants, alors qu'on entend aujourd'hui, oui, c'est un motif d'intégration extraordinaire, indispensable. Les Polonais n'ont jamais fait ceci, et aujourd'hui, ils sont portés en exemple. Les Arméniens, aujourd'hui, un Arménien, dans notre imaginaire, c'est un travailleur. C'est quelqu'un qui réussit. Il y a des grands exemples dans l'industrie ou dans le monde politique. Alors que les Arméniens, quand ils arrivent à Marseille... à Aznavour, bien sûr. Dans la culture, bien sûr. Ouais. Quand ils arrivent à Marseille, ce sont des pestiférés. Ils apportent des maladies. Et le maire de Marseille, qui est pourtant un médecin plutôt humaniste, considère que ce sont les gens qui vont apporter des pandémies et qu'ils sont, je le cite, incapables de travailler. Donc tout ça n'a jamais été de soi. Exactement. C'est quoi un enfant allophone, pour ceux qui ne savent pas ? Alors, un enfant allophone, tout simplement, c'est un enfant qui ne maîtrisait pas la langue française lorsqu'il a été en premier contact avec l'institution scolaire. Combien d'enfants allophones sur le territoire français ? Alors, il y a des... Comment on calcule ça ? Je vois que vous avez des chiffres, mais... Oui, alors il y a des forts enjeux de comptage, en effet. Donc, on considère à l'UNICEF France, donc, dans notre rapport dont on va parler aujourd'hui, qu'il y a environ un enfant sur 3 qui parle une langue autre que le français à la maison. D'accord. Eux, ils ne sont pas tous allophones. Eux, ils sont plutôt de l'ordre du plurilingue. C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi parler le français en plus d'une autre langue qu'ils parlent à la maison. Donc, en complément de ça, vous avez aussi les élèves allophones qui, eux, sont donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ne parlaient pas français lorsqu'ils arrivent à l'école. Et ça, comme tous les Ukrainiens, on imagine, qui sont venus, effectivement, malheureusement, depuis la guerre. C'est ça. Donc, on considère que ceux-là sont près de 90 000 au dernier comptage. Ah oui, parce que c'est vrai qu'à la sortie du rapport, c'était plutôt 77 000. C'est ça, parce que les chiffres ont été actualisés depuis. Donc, il y a une enquête annuelle qui concerne les élèves allophones nouvellement arrivés. Or, on sait que ça ne compte pas forcément tout le monde, puisque ceux qui ne sont pas scolarisés ne sont pas pris en compte. Les élèves qui ont moins de 6 ans ne sont pas pris en compte non plus. Enfin voilà, on a identifié différentes lacunes dans le système de comptage, et donc ils sont bien plus nombreux que ces 90 000 en France. Votre livre, l'objectif, c'est de démystifier, de vulgariser aussi l'intelligence artificielle. Comment vous pourriez la définir en termes simples, et surtout pourquoi c'est important pour un jeune public auquel vous vous adressez dans ce livre de le comprendre ? Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, en fait, on parle de plusieurs choses. D'abord, ça désigne un domaine scientifique qui consiste à essayer d'étudier les mécanismes de l'intelligence en les modélisant dans des machines. C'est comme ça que le terme a été introduit il y a maintenant plus de 70 ans. Mais aujourd'hui, dans le langage courant, le mot intelligence artificielle, il est utilisé par beaucoup de gens pour parler des machines elles-mêmes, des logiciels qui modélisent certaines de ses capacités de raisonnement, de pensée ou d'apprentissage. Et par exemple, l'un des logiciels connus récemment, c'est ChatGPT. Et alors, pourquoi c'est un sujet qui est important ? Eh bien, c'est que ces outils, ces logiciels, ils prennent ces dernières années un rôle extrêmement important, à la fois dans le quotidien chez les gens, mais aussi dans les entreprises. Et puis, ils amènent à la fois des opportunités, des bénéfices qui d'un côté peuvent être très grands, on va pouvoir en parler, mais aussi des risques et des défis qui peuvent être embêtants. Et les jeunes sont au cœur de tout ça, d'abord parce que ils utilisent de manière massive aujourd'hui des logiciels d'intelligence artificielle comme ChatGPT. Il y a aujourd'hui plus de 80% des 14-18 ans qui ont déjà utilisé ChatGPT ou d'autres logiciels similaires pour s'aider à faire leurs devoirs. Ils utilisent ChatGPT et ces logiciels de manière beaucoup plus massive que les adultes. Ça a donc un impact déjà dans leurs apprentissages, dans la manière dont ils vont découvrir et accéder à l'information autour d'eux. Et puis du coup, eh bien, ce sont eux, les jeunes d'aujourd'hui, qui seront les décideurs de demain et qui vont contribuer à fabriquer le monde qui arrive. Et donc l'idée, c'est d'essayer de leur donner tous les équipements, les explications, les outils qui leur permettent de bien comprendre ce monde nouveau qui arrive rapidement et qui va provoquer probablement des changements importants, certains positifs, d'autres négatifs, et de les remettre au centre pour que ce soit eux les acteurs et qui finalement décident de la direction dans laquelle tout ça va aller. Jean-Michel Billaud, après-guerre, on reprend les mêmes et on recommence un besoin de main-d'œuvre, croissance entre 45 et 73, énorme croissance économique et donc appel à énormément de travailleurs étrangers. Énormément de travailleurs étrangers, beaucoup viennent d'Afrique du Nord et on va les chercher
parfois sur place. Il y a une bande dessinée que j'apprécie particulièrement, c'est ma préférée, où on voit des recruteurs de Simca, de la SNCF, qui vont chercher au fin fond du désert, chercher des hommes valides, plaçant une marque verte ou une marque rouge sur leur torse, et qui les ramènent. Et le lendemain ou le surlendemain, ils sont dans des baraquements et ils sont dans les mines directement. Et cette bande dessinée me touche particulièrement parce que je connais une de ces personnes qui m'a raconté cette expérience de passer de chasseur-cueilleur au fin fond du désert à mineur. Et cet homme remarquable, ce livre, et je l'ai un peu fait pour lui et pour sa famille, parce qu'on entend tellement de choses noires sur l'immigration en permanence. Enfin, ils sont totalement essentialisés à des individus dangereux et que ça m'est insupportable en connaissant cette personne-là. Et donc, ce livre lui est beaucoup dédié. Et donc, on va les chercher. Celle-ci, les entreprises françaises vont chercher les mineurs au Maroc. On est en 1963. Exactement. Pendant de longues années, on a fait ça. Et puis, dès qu'un de ces mineurs avait quelques soucis au poumon, qui étaient évidemment liés, allez hop, on rentre chez toi, et puis on ne veut pas que tu reviennes. Et donc voilà, c'est un peu cet hommage. Alors, c'est pas un livre totalement béni oui et dire c'est formidable. C'est vraiment raconter la réalité des faits. Qu'est-ce qu'il faut changer dans notre approche pour que le système soit plus efficace? Vous avez dit effectivement que ces professeurs ces enseignants n'étaient pas assez formés pour avoir affaire à des élèves qui étaient multilingues au final. C'est ça qu'il faut changer absolument. Oui, alors en fait, on ne s'attend pas à ce que tous les enseignants puissent parler toutes les langues. Mais il y a certaines techniques pédagogiques, alors je ne suis pas pédagogue, donc je dis ça en toute humilité, qui permettent de davantage comprendre en fait les structures linguistiques, de comparer et de contraster, pour qu'en passant par les langues premières des élèves, on apprenne mieux le français. On comprenne mieux comment ça marche en français quand on connaît bien sa propre langue et qu'on arrive à voir quels sont les différents mécanismes à l'œuvre. Donc ça, c'est une chose. Les enseignants nous en ont parlé aussi. Il y en a beaucoup qui le font déjà, en fait, dans les académies. Vous avez des centres académiques, donc dans chaque académie qui s'appelle des CASNAV, qui, eux, sont porteurs de ce genre de formation, mais qui, malheureusement, ne sont pas forcément systématiques, qui n'ont pas forcément les moyens d'étendre cela à tous les enseignants sur les académies. Céline Hein, dans votre rapport, vous précisez qu'en moyenne, dans le monde, les enfants qui reçoivent un enseignement dans une langue qu'ils parlent à la maison ont 30%, c'est énorme, 30% de chances supplémentaires de lire et de comprendre ce qu'ils lisent à la fin de l'école primaire que ceux qui ne parlent pas la langue d'enseignement. Oui, donc tout à fait, il faudrait, donc pour tous les enfants, davantage intégrer ces langues premières pour justement maximiser les chances de réussite scolaire. Et puis on porte certaines recommandations spécifiques sur les régions ultramarines, où les taux d'alléphonie sont particulièrement élevés. Donc, plus précisément, on préconise le développement de l'enseignement immersif bilingue pour que ces enfants-là puissent apprendre la langue française en s'appuyant sur leur langue première. Pierre-Yves, il y a une question aussi que je me suis posée avant de lire le livre, que je ne me pose plus maintenant que j'ai lu, mais qui interpelle, c'est le titre de ce livre. C'est pas moi, c'est l'IA. Pourquoi avoir choisi ce titre? Alors, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on est, si je puis dire, cerné dans beaucoup de domaines par des systèmes d'intelligence artificielle qui peuvent nous aider à dialoguer avec des personnes de langues étrangères, mais qui peuvent aussi, par exemple, être source de désinformation, qui peuvent être utilisées par des organisations mal intentionnées, et puis qui sont utilisées au quotidien par exemple, par les jeunes pour faire leurs devoirs, pour imaginer des idées par exemple, de fêtes ou de recettes de cuisine qu'ils auraient envie de cuisiner. Et puis, parfois, quand les choses se passent bien, ils vont avoir peut-être envie de dire que c'est eux qui ont eu les bonnes idées. Et puis parfois, quand il se passe un truc peut-être moins bien, qui résulte de leur utilisation de l'IA, peut-être va y avoir parfois une sorte de réflexe de dire en fait, c'est pas de ma faute, c'est ce système qui a déraillé. Et en fait, l'idée, c'est de dire, dans tous les cas, l'IA, elle est faite par les humains, elle est utilisée par des humains, et c'est les humains qui en sont responsables. Et donc, au final, plutôt que de dire que c'est pas soi-même, c'est l'IA qui est responsable et on serait des victimes ou on serait un peu passif, il faut prendre une autre perspective. Au contraire, c'est nous qui sommes aux manettes, c'est nous qui contrôlons. Et donc, c'est bien nous qui sommes responsables à la fois des bons usages et des moins bons usages.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Angèle Jean-Girard. Le son, Saïd Mamou. Le maquillage, Emma Razin-Fandrin-Lambou et Laura Girard et Emma Ferré. À la rédaction, très belle soirée. On se retrouve demain. Ciao.